Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette table ronde Vivant et Biodiversité, est-ce notre assurance vie? Et pour commencer de façon un peu différente, nous avons la chance d'accueillir Vincent Avanzi, que je vous propose d'applaudir, qui va commencer d'une façon très originale cette table ronde. À vous Vincent. Bonjour à tous, enchanté, Vincent Avanzi, je suis un Chief Poetic Officer. Je suis très ému aujourd'hui parce que c'est il y a 10 ans que j'ai lancé cette activité de poésie en entreprise dans ce même lieu-là, en salle Maillot, sur une conférence qui s'appelait « Comment est-ce que la poésie peut réenchanter la stratégie d'entreprise ?» Et là maintenant je donne des conférences sur comment enchanter l'avenir en leader poétique pour pouvoir faire un avec le vivant. Et donc je voudrais commencer cette superbe table ronde à venir par un discours poétique qui s'intitule « Les alliés de la biodiversité ». Que la biodiversité soit le jardin sacré de l'humanité pour l'éternité. Les conditions de réalisation de notre destinée en sont intimement liées. Alors ici, nous en devenions ces alliés, ces jardiniers, voire même ces chevaliers. Car le but de la vie sur Terre, à la fin de la journée, n'est-il pas de semer et s'aimer? Alors prenons soin, oui, prenons soin. L'horizon d'un monde plus harmonieux, au loin. Prenons soin. Apprenons sobrement à faire mieux ou moins. Prenons soin. Nos missions initiales, être ou faire du bien. Prenons soin. Un seul arbre, 8 milliards de nos lianes en lien. Prenons soin. Tout vivant vaut la peine de bien vivre. Point. Prenons soin. Un appel dans le ciel, cher humain, tu viens. Prenons soin. Le baptême de nos êtres, si l'amour se joint. Prenons soin, l'avenir grandiose, tous ensemble ou rien. Alors, que l'émerveillement nous relie et nous réconcilie avec l'amour du vivant pour que nous devenions tous des activistes de l'avenir et des alchimistes de la vie. Non pas pour transformer le plomb en or, mais pour avoir l'aplomb de faire briller notre aura et transformer les monts en merveilles. Le monde en Éden, le monde en merveille, les bons en Éden, le songe en réel, le sombre en lumière, telle une étincelle entre l'éphémère et l'éternel. Alors cap ou pas cap, de changer de cap, pour réenchanter l'avenir. Le cap, la coécriture de notre avenir poétique. Oui, et si nous passions du cap italisme au cap humanisme? De l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, du taux de croissance au taux de conscience, des parts de marché à nos parts d'humanité, de ce qui est viral à ce qui est vital pour une planète plus habitable, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, de J'accuse de Zola à Je m'engage avec mon aura, de la théorie de Darwin à un nouvel équilibre win-win, des business models à des entreprises un peu plus modèles, et de votre cause personnelle à notre apothéose universelle, et si nous devenions des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes altruistes et empathiques, en charge du réenchantement et de notre émerveillement, parce que nous sommes tous au final responsables de la même chose, à savoir du vivant. Alors, imaginons de nouveaux narratifs, plus attractifs et inclusifs, pour opérer ce shift et passer du statu quo au statu quo lectif, avec comme horizon un avenir plus régénératif. Muni de la devise sobriété, humanité et biodiversité en vertu d'une société de la prospérité équilibrée. Ce sera peut-être le chapitre suivant de notre roman intitulé « Autant en emporte le vivant ». Alors soyez prudents, mais soyez avant tout étincelants. Bon vent à tous comme Magellan, vers un futur en harmonie avec la nature, tout droit, devant. Nous sommes la culture, nous sommes le futur, nous sommes la nature, alors que l'avenir de la vie devienne notre plus grandiose aventure commune. Ô capitaines, mes capitaines, carpe diem, quels que soient vos écosystèmes, que la grâce nous emmène jusqu'à ce que l'on s'aime. Et donc, décarbonons nos énergies et réenchantons nos modes de vie, de la révolution poétique à un monde en harmonie, que la fluidité devienne la voie symbiotique de la vie.
biodiversité et vivons nos 2 assurances vie, utopie, mission, un ou des possibles, décollage aujourd'hui. J'ai fait un rêve, nous ferons la révolution. J'ai fait un rêve, nous ferons la révolution. J'ai fait un rêve, nous ferons la révolution. Poétique. Merci beaucoup. C'était Vincent Avanzi, poète, speaker, conférencier. Et puis, si vous voulez continuer à réenchanter le monde avec la poésie, je vous conseille de lire Trouver son point génial, le livre de Vincent, qui pourra peut-être, après cette conférence, vous donner envie de rêver. Merci beaucoup. On peut l'applaudir à nouveau parce que ça change vraiment comme entrée de conférence. Et alors, on va essayer, nous aussi, de vous faire rêver, n'est-ce pas, messieurs, madame? Donc, je propose d'accueillir nos intervenants de l'après-midi. Jean-Michel Audrin du Bureau Veritas. Roland Dufaux de Genesis. Sonia Lehmann de Pernod Ricard. Mathieu de Lesseux de la Belle Forêt. Et puis Guillaume de Vévrotte, que j'ai vu là-bas, de We Don't Need Roads. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors le challenge va être dur, parce que, mais rassurez-vous, on ne va pas, je vous en prie, tout faire en poésie ou en alexandrin, mais on va parler de choses qui devraient également vous faire rêver. Le futur tel qu'on l'imagine, celui des indicateurs, des challenges, d'un futur désirable qui prennent en compte les nouveaux enjeux, qui imaginent de nouvelles solutions. Je vais vous laisser peut-être faire un petit tour de table de présentation, chacun les uns et les autres, et puis ensuite, on vous écoutera sur ce qui nous intéresse tous, quels indicateurs, quel avenir pour la biodiversité. Alors, on fait un tour de table très simple. Vous voulez commencer, Sonia? Allez-y. Donc Sonia Lehmann, bonjour à tous. Je suis directrice développement durable pour les maisons Moum, Perrier-Jouët et Martel au sein du groupe Pernod Ricard. Oui. Alors, bonjour tout le monde, Jean-Michel Audrin. Je suis directeur d'activité chez Bureau Veritas France, en charge d'une filiale qui s'appelle Bureau Veritas Living Resources. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Merci. Bonjour, je suis Roland Dufaux, je suis le directeur général de Genesis. Genesis est un fournisseur de mesures d'impact environnemental sur les terres exploitées. Donc, je vous expliquerai après ce qu'on produit comme mesures et à quoi elles servent. Bonjour, je suis Mathieu de Lesseux, je suis le fondateur d'une jeune start-up qui s'appelle La Belle Forêt, qui a 3 ans et qui a pour mission de préserver la forêt française qui souffre face au changement climatique. Et bonjour, je m'appelle Guillaume de Vévrotte, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle We Don't Need Roads, qui est un cabinet de conseil opérationnel et d'accélération de la transformation des grands groupes, qui travaille avec un peu plus de 90 groupes maintenant dans une 40aine de pays. Voilà. Merci. Donc, vous voyez des experts et des experts dans leur domaine, mais aussi des experts de ce qu'on pourra travailler et dessiner sur la question de la biodiversité. La biodiversité, c'est évidemment un sujet moins connu que la question climatique, du moins dans l'entreprise. Elle est plus récente, elle a été moins explicitée. L'IPBES est intervenu beaucoup plus tard dans sa communication en direction du grand public. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et puis, c'est ce qu'on a tendance à dire, nous, à l'UICN, c'est aussi plus difficile à évaluer, même si les experts du climat diraient que le climat, c'est aussi un sujet complexe, mais c'est toujours difficile de comparer des sols, des espèces, des écosystèmes et des sites pollués. Et donc, on a parfois un peu du mal à la fois à le faire appréhender du côté grand public. Nous, on essaie souvent d'avoir des indicateurs simplifiés comme les listes rouges, mais c'est aussi compliqué. Et vous allez nous dire pourquoi dans le monde de l'entreprise, parce qu'il faut aussi l'intégrer d'un point de vue économique. Alors, je vous propose de commencer par vous, Roland. Vous travaillez sur des mesures. Est-ce que vous pourriez essayer de nous définir de façon un peu simple la façon dont vous appréhendez ces mesures, comment vous travaillez avec vos clients et puis peut-être illustrer après dans un deuxième temps quelques cas d'application.
Volontiers, je vais essayer de faire simple. Donc, Vincent nous a emmenés très très haut là, planer. Moi, je vais vous ramener sur Terre le plus doucement possible. Comme je l'ai dit, Genesis, on fournit des mesures d'impact liées à l'exploitation des terres. On s'adresse à tous les groupes qui exploitent ces terres. Donc, ça va être des entreprises qui s'approvisionnent de matières premières partout dans le monde, en produisant en direct ou à travers des réseaux de fournisseurs. On s'adresse aussi à des gestionnaires d'actifs naturels qui ont besoin de préserver leur sol, de le restaurer éventuellement. Donc ces mesures d'impact, qui sont typiquement des données de stock de carbone, d'état de la biodiversité, de résilience des sols, d'hectares de biodiversité préservée, etc. Toutes ces métriques-là, on les fournit à ces groupes pour leur permettre de diagnostiquer l'état de leur terre, de l'exploitation de leur terre. Donc leurs différentes marques, leurs approvisionnements, leurs fournisseurs, pouvoir les benchmarker entre eux avec des métriques comparables qui sont réellement liées à l'usage qu'elles font de ces terres-là. Ça leur permet aussi, dans un deuxième temps, de s'améliorer. Elles ont pris conscience de l'état, de l'impact de leur exploitation des sols. On leur explique, on leur indique les leviers qu'on identifie comme les plus vertueux pour améliorer l'impact sur telle ou telle dimension, la biodiversité, le carbone et autres. Et enfin, toutes ces données-là sont des données fiables qui peuvent être intégrées dans des reportings extra-financiers. Donc, vous avez dû entendre beaucoup parler de CSRD. Il y a plein d'autres standards dans l'Europe pour le carbone, pour la biodiversité. On fait en sorte que nos métriques soient le plus compatibles possible. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais pour le faire rapidement, je voulais juste prendre un petit point sur, avant de vous dire quelles métriques on produit dans le cadre de la biodiversité, pourquoi est-ce que Genesis s'intéresse au sol ? Pourquoi est-ce qu'on va faire produire des mesures liées à l'exploitation des terres ? Vous avez dû voir beaucoup d'entreprises, et vous en faites peut-être partie, qui s'intéressent à plein d'autres dimensions, les émissions, etc. Nous, on s'intéresse vraiment à l'état des terres. En fait, il y a 3 raisons à ça. La première, elle est environnementale. Les terres, c'est le premier réservoir de biodiversité sur Terre. C'est aussi un des principaux puits de carbone après les océans. Et c'est quand même l'asset, l'actif, qui filtre l'eau, régule le climat et qui, directement ou indirectement, fournit 95% de notre alimentation. Donc, on dit souvent, le sol, c'est le berceau de la vie. Donc, il y a un rôle vraiment fondamental dans cet actif. Deuxièmement, il y a une logique productiviste. J'ai dit 95% de l'alimentation vient des sols. C'est aussi plus de la moitié du PIB mondial qui dépend de la nature. Or, on l'entend régulièrement, encore cet été en France avec les grandes cultures, les rendements, la capacité du sol à produire, elle est en péril, elle est à risque. Il y a des pénuries récurrentes sur différentes matières premières. Cette année, il y a eu l'orange aux États-Unis, au Brésil, qui sont les 2 plus grands pays producteurs. Il y a eu le cacao, Côte d'Ivoire, Ghana, avec des pertes de rendement qui sont énormes, entre 15 et 30% selon les pays. Et quand on regarde un peu plus loin, 2050, le GIEC projette une évolution des rendements qui est inversement proportionnelle à la hausse des populations. Il y a quand même là un paradigme un peu inquiétant pour nous tous. Il faut absolument changer les choses. Et la 3e raison, donc, c'est une logique de menace. La première cause de perte de biodiversité sur Terre, c'est le changement d'usage des sols. C'est le fait de passer de terres naturelles à des terres utilisées pour l'agriculture, pour l'élevage, pour l'urbanisation. L'agriculture et l'élevage, c'est 1/3 de la superficie mondiale terrestre. C'est énorme. Et en fait, ce choix de changer l'usage des terres, c'est l'homme qui le décide. Donc, pour nous, Genesis, la conviction profonde, c'est l'humain est responsable de ce changement et il faut mesurer l'impact de ce changement de l'activité humaine sur ces terres. Et préserver la biodiversité, c'est clairement préserver la survie humaine et de l'écosystème dans lequel on existe. Donc voilà pourquoi Genesis a cette mission et ce qu'on fait. Et donc les indicateurs, je vais être encore plus rapide. On produit des indicateurs qui sont fiables, c'est notre enjeu. Donc on fait beaucoup de travaux sur le terrain. Mais on les produit de façon industrielle, ça veut dire partout dans le monde. On a développé une chaîne opérationnelle pour prélever du sol partout dans le monde, pour analyser des éléments locaux de façon générale dans le monde. On les produit également de façon répétable. Il faut absolument pouvoir répéter, suivre une régénération des sols, suivre une évolution du stock de carbone, l'évolution de la biodiversité. Et tout ça, on le fait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en conformité avec les standards qui régulent les différents sujets. Les 2 familles d'indicateurs qu'on produit sur la biodiversité, ce sont d'une part des indicateurs liés physiquement au sol. Donc on vient mesurer l'état de santé des sols. Et la santé d'un sol, en fait, c'est sa capacité à remplir ses fonctions que j'ai citées. Régulation du climat, de l'eau, produire la nourriture.
Et en fait, la biologie, la biodiversité du sol, elle est au cœur de cette capacité à produire. Et donc, on vient mesurer cette biodiversité. Et en fait, alors j'ai entendu une citation ce matin que je trouvais assez géniale. Je l'ai notée parce que c'est Einstein qui l'a dit, donc je ne me permettrai pas de la faire de tête. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Et en fait, dans une cuillère à soupe de sol, il y a plus de micro-organismes que d'humains sur Terre. Donc compter tous les micro-organismes du sol, c'est impossible. En revanche, la technologie permet de séquencer l'ADN du sol, l'ADN de tous les micro-organismes, et d'identifier, de qualifier la diversité, l'abondance, la richesse de ces micro-organismes de façon beaucoup plus mathématique, informatisée, et d'arriver à estimer, approcher donc cette richesse, mais surtout les fonctions qui sont remplies par ces êtres. Donc ça, c'est nos indicateurs liés à l'état du sol qui permettent de qualifier sa résilience, sa capacité à remplir ses fonctions. Les deuxièmes indicateurs de biodiversité qu'on produit voient des indicateurs liés à la biodiversité de surface. On va qualifier, là pour le coup, à partir d'imagerie satellite calibrée par la donnée terrain, l'état des couverts végétaux, le nombre de jours de sol nu. Pensez que les couverts végétaux préservent le sol. On va mesurer également la diversité culturelle au sein d'une installation. On va mesurer typiquement la part d'habitat naturel à proximité environnante d'une exploitation, d'une production, d'un actif. Parce que tous ces paramètres de surface interagissent avec la vie du sol. Les couverts nourrissent le sol, qui au retour nourrit les couverts. C'est un cycle et c'est fondamental de capter l'ensemble de ces paramètres. Donc voilà pour finir l'ensemble des choses qu'on produit. Je peux m'arrêter là. On aura d'autres questions. Merci en tout cas, merci pour cette première présentation. Cette question des sols, elle est essentielle. D'ailleurs, je crois que vous travaillez également sur les céréaliers, sur les questions de vigne. Alors, je vois, Sonia, que c'est un sujet qui vous interpelle. Vous aussi, vous travaillez sur les questions des sols. Peut-être serait-il bon de représenter le panorama global des activités de Pernod Ricard que tout le monde ne connaît peut-être pas. Il n'y a pas que du Pernod Ricard. Non, alors moi en particulier, je vais me concentrer sur le périmètre dont je m'occupe. Donc moi, je m'occupe de la filiale Prestige, donc les marques de champagne et de cognac que j'ai citées tout à l'heure. Et il y a deux spécificités à ces marques-là. C'est d'abord qu'elles ont 200, 300 ans d'histoire. Donc elles ont un rapport au temps et au temps long qui est particulier. On hérite de ces maisons, on va devoir à notre tour les transmettre. En plus, ce sont des produits à vieillissement. Donc, ce qu'on met en cave aujourd'hui sera jugé demain par nos consommateurs. Et la deuxième spécificité, c'est l'ancrage local, puisqu'on est sur 2 AOC. Donc, on a un lien très fort au terroir. Et donc, puisqu'on parle de biodiversité aujourd'hui, la biodiversité nous rend de nombreux services. Et parmi ces services, elle nous aide à produire le raisin, ou elle produit le raisin qu'on va utiliser dans nos produits. Donc la résilience de ces écosystèmes est un point crucial pour notre activité. Notamment dans un contexte de changement climatique, ne serait-ce que quand on regarde les 2-3 années qui viennent de s'écouler, on voit à quel point le changement est là, il est présent. On a eu des campagnes viticoles l'année dernière avec des épisodes de sécheresse. Cette année, c'était tout l'inverse, on a eu des records d'humidité. Donc voilà, on sent qu'on a entre les mains des terroirs, des vignobles qui sont vulnérables. Et donc ça nous impose de changer nos pratiques. Et donc c'est un des sujets majeurs de la stratégie RSE. On appelle ça préserver nos terroirs. Et ça a commencé par des analyses de sol. Donc on a dans les 2 terroirs des vignobles en propre. Donc on a lancé des analyses qui ont montré un état de sol très dégradé, des sols compactés, une vie du sol qui est faible. Et donc entouré d'experts, on a lancé un programme d'expérimentation autour de la viticulture régénératrice, et donc qui implique de travailler à 3 niveaux, de travailler sur la fertilité du sol, avec notamment la mise en place de couverts, avec une approche science-based. Donc l'idée, c'est de tester différents itinéraires, différents protocoles, de pouvoir comparer en lissant l'effet année, donc en répliquant ça sur plusieurs années, et puis en lissant l'effet terroir, donc en répliquant ces protocoles sur plusieurs zones. On a travaillé sur la santé de la plante, donc c'est le 2e niveau.
avec notamment l'utilisation de biocontrôle, donc trouver des alternatives aux produits conventionnels. Et puis le troisième niveau, c'est l'approche plus paysagère. Donc c'est quelles vont être les infrastructures agroécologiques qu'on va pouvoir implanter à la fois à proximité du vignoble, voire en intraparcellaire, puisqu'on a à chaque fois fait le choix de faire des parcelles tests en vitiforesterie, mais aussi en maillant le territoire et en travaillant avec d'autres acteurs du territoire pour créer des corridors écologiques. Et on utilise des indicateurs en fait à deux niveaux. Au niveau du groupe Pernod Ricard, effectivement, pour de manière macro, à la fois pouvoir piloter notre performance globale et puis répondre aux enjeux de reporting qu'on connaît, mais aussi dans une démarche de diagnostic pour identifier les hotspots. Donc regarder à la fois les impacts que notre activité a et puis les dépendances que notre activité, les dépendances qui permettent à notre activité de fonctionner. Et donc ça nous permet de cartographier les enjeux, de prioriser aussi peut-être les terroirs. Et puis plus à mon niveau, on va utiliser des indicateurs qui vont permettre d'évaluer le changement de pratique. Donc on travaille avec de nombreux experts pour utiliser aussi les indicateurs qui font consensus aujourd'hui. Donc on est membre d'OP2B, on travaille aussi pour une agriculture du vivant. Et donc on a un schéma, un framework d'indicateurs autour de 5 domaines d'impact: le carbone, la biodiversité, les sols, l'eau, et puis la partie plus socio-économique. Et on va regarder et mettre au regard à la fois les pratiques et puis les résultats. Donc, j'évoquais tout à l'heure les couverts, par exemple. Les couverts vont nous permettre d'augmenter la diversité spécifique. Donc, on va avoir à la fois une pratique et puis un indicateur. Limiter le travail du sol va nous permettre aussi de limiter l'impact carbone. Donc, voilà un peu comment on se sert des indicateurs. Merci. Peut-être une petite question complémentaire. Vous avez une expertise européenne. Vous avez également travaillé à l'étranger. Est-ce que vous retrouvez ces indicateurs dans d'autres pays ou dans d'autres réflexions, dans des gens qui sont un domaine proche de vos travaux ? Oui, donc OP2B, par exemple, c'est un échelon européen. Donc l'idée, oui, c'est en tout cas d'avoir un alignement sur ce qu'on entend par des pratiques régénératives, et puis nous pouvoir aussi consolider le plus possible ou faire appel à des outils qui vont être transfrontaliers. Donc, par exemple, pour évaluer certains couverts où on espère pouvoir utiliser les données satellites, typiquement, on va essayer de trouver des opérateurs qui vont pouvoir nous rendre ce service de mesure sur une zone qui va dépasser les frontières de la France. Merci, je crois que ce sera important parce qu'effectivement, l'obligation va quand même être de mettre en application le règlement européen, difficilement adopté, mais avec aussi des mesures comparables. C'est aussi l'enjeu des conférences des parties internationales, trouver les mêmes métriques pour pouvoir se parler, évaluer et échanger. Jean-Michel Audrin du bureau Veritas, comment vous, de votre côté, vous avez entendu les différentes analyses sur les indicateurs qui sont mis en place, comment vous aidez à vos clients à évoluer? Parce que ça ne doit pas forcément être facile, c'est peut-être plus compliqué que pour le carbone, non? Alors, voilà, j'allais justement faire un parallèle par rapport au carbone. Le sujet carbone, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que le sujet n'est pas derrière nous, il est devant nous, bien sûr encore, mais il est traité plus ou moins avec des indicateurs, des outils de mesure, des crédits. Alors que sur la biodiversité, on a tout un pan devant nous encore. Très largement, nos clients, ils viennent nous voir souvent en disant voilà, on adresse les sujets RSE dans leur ensemble. On a des questionnements des différentes parties intéressées, internes, externes. Nos futurs embauchés, nos futurs talents nous posent des questions également sur qu'est-ce que vous faites, mais de manière très concrète sur la biodiversité. Sur les autres sujets aussi, mais sur la biodiversité. Et là, on est un peu court. On doit avouer, on est un peu court. On a des engagements, on a du mal à le prouver. Ou alors on a une charte, une communication ou autre, et pas forcément de métriques, d'outils de mesure. C'est pas simple. Alors certes, en effet, c'est pas normalisé. Il y a donc aujourd'hui, les professionnels et nos clients sont, je dirais, presque condamnés à déjà avancer par eux-mêmes,
Ça, c'est une chose. Hein, donc, trouver sa trajectoire, mais trouver sa trajectoire, viser son point de cible et sa méthode pour y arriver, voilà, avec ses propres... Mais également, soit créer ses propres indicateurs et, si possible, utiliser ceux qui existent déjà. Il y a déjà des choses quand même en place. Et voilà, donc nous, notre objectif, là, dans cet accompagnement, c'est de les aider à construire quelque chose de structuré, quelque chose de robuste. La mise en œuvre ou l'utilisation de certains métriques, certains indicateurs, regardons qu'est-ce qu'ils valent. Que valent-ils, ces indicateurs? Est-ce qu'ils sont reconnus? Est-ce qu'ils sont permanents? Est-ce qu'ils marchent dans toutes les contraintes, entre guillemets? Donc déjà, il y a ce sujet. Et puis ensuite, la trajectoire, comment on va la mesurer, et ça sur la longueur. Là, par exemple, la trajectoire carbone, quelque part. Voilà notre point, c'est-à-dire qu'à date, on est beaucoup plus sur du spécifique, du customisé, c'est ce qui est fait. J'invite, moi, les différents acteurs, justement, à continuer à adresser, parce qu'adresser le sujet, ne pas adresser, pardon, le sujet biodiversité, on parle de vivant et biodiversité, notre assurance vie, ne pas adresser le sujet biodiversité au niveau planète, au niveau citoyen, là c'est Vincent qui nous en a parlé, c'est suicidaire, mais au niveau économique, opérateur économique, filière, ça y ressemble. Très clairement, carbone, eau, mais laisser de côté la biodiversité, ça marche pas, et ça marchera pas. Premier témoignage. Le second, c'est derrière, il va falloir prouver tout ça. Dire, voilà, mes engagements, mes enjeux, comment je peux le prouver, et d'où l'intérêt de construire très en amont des systèmes, en base de données, des systèmes qui peuvent être comparés, avec des ABAC, des métriques qui tiennent la route. Merci. Et c'est vrai que effectivement, c'est compliqué aujourd'hui à faire passer de façon simple. On sait, quand on est expert de la biodiversité, qu'on dépend des services que rend la nature, et que même sur le plan économique, 80% des emplois français dépendent de façon directe ou indirecte du bon état de la biodiversité. Mais ce n'est pas forcément facile à intégrer dans les plans d'action des entreprises. Comment le Bureau Veritas aujourd'hui se distingue en tant que tiers de confiance dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des belles histoires à raconter? Allez, donnez-nous un petit peu d'espoir. Alors, une certification biodiversité, ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de normes certifiables. Par contre, il est possible de mettre en place, et c'est ce qu'on fait déjà depuis longtemps. Tout ça, c'est les mêmes mécaniques de contrôle, de vérification, de certification, on appelle ça comme on veut. Le point, c'est ce qui est important, c'est de pouvoir assurer à un tiers, donc l'idée du tiers de confiance comme Bureau Veritas, aux différentes tierces parties intéressées, assurer que ce qui est annoncé est vrai. Communication, donc il ne faut pas tomber dans le greenwashing. C'est le sujet très clairement. On peut basculer sur le greenwashing. L'idée, c'est structurer, suivre, piloter et regarder finalement l'atterrissage. Alors, il n'y aura jamais d'atterrissage, hein, mais à certains moments clés, pouvoir mesurer finalement l'état d'avancement d'une trajectoire, parce qu'il n'y a pas, c'est difficile de benchmarker. Il n'y a pas deux environnements pareils, bien évidemment, mais ce qui compte, c'est aussi la trajectoire. Dans les parties intéressées, il y a les financeurs. Il y a la finance verte, il y a les investisseurs qui demandent de plus en plus, individuellement et collectivement, des comptes. Et il faut pouvoir aussi, on parle des rapports extra-financiers, mais OK, la CSRD, c'est pour les entreprises soumises. Il va y avoir, par cascade, je dirais, des choses chez les fournisseurs, chez les sous-traitants. Mais indépendamment de ça, la mécanique est la même. Il va falloir, à tout niveau, même pour le commerçant du coin, si je puis dire, pouvoir prouver ce qu'il annonce, comme sur d'autres sujets, sur la biodiversité. Ça marche aussi comme ça, très clairement. Et vous voyez, parce que côté collectivité locale, côté État, on peut dire que ça fait une grosse dizaine d'années que le sujet biodiversité est devenu un sujet de politique publique. On voit que ça avance doucement aussi, parce que effectivement,
non pas forcément des questions de greenwashing côté collectivité locale, mais les gens cherchent avec des moyens, des choses, de la visibilité, de donner du corps à un certain nombre de politiques de biodiversité qui ne se voient pas forcément, qui est de l'invisible. Est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que spontanément les gens l'intègrent dans leurs demandes? C'est vous qui leur rappelez, ou alors est-ce que vous voyez une évolution en 10 ans? Non, on n'a pas besoin de le rappeler. C'est clairement intégré aujourd'hui dans les différentes demandes. Donc là, on est plus à l'échelle de territoire. Mais ce n'est pas la biodiversité toute seule. On va retrouver tous le carbone, l'eau, la biodiversité. Voilà. Et nous, notre conseil, c'est de dire, de toute façon, vous n'arriverez pas à embarquer tous les sujets. C'est vaste. Et donc, choisissez vos bonnes cibles, vos beaux combats, entre guillemets, ce qui aura le plus d'impact. Immédiat sur la biodiversité, donc sur la vie dans les sols, sur la biodiversité d'un point de vue général, mais aussi d'impact sur quand on est à l'échelle des territoires, sur les usagers de ces territoires. Parce que finalement, ce que lance un territoire au niveau sur les sujets de biodiversité, et pas que, ça va aussi avoir un impact et un rôle éducatif pour le reste des concitoyens, tout simplement. Merci. Et puis le social, on va également en reparler. Peut-être avec vous, Mathieu. Mathieu Delesseux de Belforêt. Vous avez un modèle qui est un peu différent dans le rapport carbone-biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de l'expliquer de façon simple? Parce que c'est un modèle complexe, je sais. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer de façon un peu simple ce que vous mesurez, comment vous le faites avec des effets directs sur la biodiversité? Alors oui, je vais essayer. Comme je l'ai expliqué à peu près 2000 fois depuis 3 ans, j'espère que je vais y arriver. Non, nous déjà, on est parti, simplement pour que vous compreniez, on est parti d'un constat, c'est que la forêt française souffre vraiment du changement climatique. Ça fait 4-5 ans qu'elle se fait secouer considérablement. Vous le voyez comme moi. Voilà, il y a une forêt illustre pour laquelle on travaille et dont on parlera demain d'ailleurs, un produit durable qui s'appelle la forêt de Chambord. Vous avez 30% des peuplements forestiers qui sont en train de décrocher, ou la forêt de Chantilly que vous connaissez peut-être, où vous avez quasiment, sur 6000 hectares à Chantilly, vous avez quasiment 2500 hectares qui sont en train de décrocher par des changements climatiques. Donc partant de ce constat il y a 4 ans, moi je me suis dit c'est pas possible, on peut pas laisser la forêt décliner comme ça, il faut trouver quelque chose pour l'aider. Et l'aider, ça veut dire l'adapter au changement climatique. Mais pour que la forêt s'adapte, qu'elle soit publique ou privée, il lui faut des moyens, des ressources financières. Et quand vous êtes propriétaire forestier public ou privé, vous avez 2 ressources, soit vous vendez du bois, enfin de toute façon vous vendez du bois, et pour certains, vous louez, attention, je vais prononcer un mot terrible, la chasse, qui intéresse beaucoup de chasseurs et qui peuvent la louer très cher. C'est les 2 revenus que vous avez. Et on s'est dit, avec mon associé qui est expert forestier, on s'est dit, mais en fait, c'est dommage parce que la forêt, elle a 3 choses entre les mains qui valent beaucoup, beaucoup d'argent si on arrive à le valoriser. Le carbone, c'est le premier puits de carbone terrestre, pas la mer, terrestre, en France. Là, je vous parle que de la forêt métropolitaine. C'est de loin le premier puits de carbone terrestre. Donc, elle a énormément de carbone qui est présent dans les forêts et on ne le valorise pas. Donc, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut valoriser ça ? Ensuite, c'est le premier et de loin réservoir de biodiversité terrestre aussi. Donc ça fait 2 fois premier. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut valoriser la biodiversité, et j'arrive à la mesure. Et enfin, la forêt joue un rôle absolument fondamental sur l'eau, puisqu'une forêt qui est bien gérée, c'est une éponge qui est humide. Donc quand l'eau tombe, elle la capte, elle la séquestre, elle la filtre, elle la redistribue. Voilà. Et une forêt qui est mal gérée, c'est quand il y a des coupes rases, des grandes coupes rases qu'on connaît de 5, 10, 15 hectares. Là, l'éponge devient très sèche et quand il pleut, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle l'eau verte. Et enfin, une forêt, pour finir, sur la forêt, pour que vous compreniez, parce que c'est absolument magique, une forêt, ça nous rend énormément de services, on ne s'en rend pas tous compte. Une forêt, elle produit de la pluie, elle produit des précipitations par l'évapotranspiration. Je prends un exemple que je prends souvent, l'Alsace n'aurait pas d'eau, n'aurait pas de pluie, s'il n'y avait pas les Vosges d'un côté et la montagne noire, la forêt noire de l'autre côté. Par évapotranspiration, vous savez, ces fumerolles qu'on voit en forêt, ça recrée des précipitations qui redonnent de l'eau autour de ces forêts, donc comme par exemple l'Alsace. Donc on voit bien que la forêt, en réalité, elle joue un rôle majeur sur 3 axes qui intéressent énormément nous tous, l'humanité, mais qui intéressent aussi énormément les entreprises et le monde économique, la biodiversité, le carbone et l'eau. Donc on est parti de ce constat et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas inventer une méthodologie qui permettrait de valoriser ces 3 choses? Et on n'a pas voulu, peut-être qu'on s'est trompé, l'avenir le dira, mais pour l'instant ça se passe très bien, on n'a pas voulu séparer l'un de l'autre. On le dit souvent, on l'entend partout, climat et biodiversité, c'est la même chose, 2 faces d'une même pièce, etc. C'est vrai, bien entendu. Et nous, on a rajouté l'eau aussi, puisque l'eau aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, n'est pas une préoccupation avec tout ce qu'on s'est pris sur la tête tous en venant là, au Palais des Congrès. Mais l'eau va devenir, je vous le garantis, une très grosse préoccupation dans les années qui viennent. Donc on s'est dit comment on valorise tout ça.
Carbone, on n'a pas voulu aller sur la plantation d'arbres. Voilà, plein de gens font ça, très bien, pas de problème. Nous, on a voulu conserver l'amont, c'est-à-dire les forêts existantes. Donc sur le carbone, qu'est-ce qu'on fait pour aller très vite? On rentre dans une forêt, publique, privée, peu importe. On regarde les peuplements forestiers en bonne santé que le propriétaire a prévu de couper dans les 20 ans qui viennent. Vous savez que la gestion forestière est très encadrée en France. Et on dit au propriétaire, si vous renoncez à la coupe de ces bois, c'est-à-dire si vous laissez les bois qui vont être coupés dans les 20 ans qui viennent en forêt, à hauteur de 90% à peu près, vous générez une additionnalité pour le climat, puisque vous laissez le carbone en forêt, et tous ces bois que vous allez laisser en forêt pendant 20 ans, ils vont continuer à faire de la croissance et à séquestrer du carbone. Donc, du point de vue de la loi française et du marché carbone volontaire, on crée une additionnalité et on crée des crédits carbone. Voilà. Donc tous les propriétaires qui sont rentrés dans le système de la belle forêt, alors on est très fiers de ça, je veux quand même lâcher ce chiffre, on a 45 000 hectares qui sont rentrés dans la belle forêt depuis 2 ans. 45 000 hectares, j'ai fait un petit calcul, ça fait 60 hectares par jour, samedi, dimanche inclus, qui rentrent tous les jours dans le système de la belle forêt. Et tous ces propriétaires, ils sont 115 à peu près, dont Chambord ou Rambouillet, ont accepté de renoncer à des coupes de bois pendant 20 ans. Donc c'est un engagement qui n'est pas rien, on signe des contrats de 20 ans avec eux. Et ont accepté de prendre un risque, puisque vous savez que quand vous laissez un bois en forêt, s'il y a une tempête ou un incendie, vous le perdez. Donc on prend un risque par rapport à ça. Ça, c'est la partie carbone. Voilà. Et ça génère des crédits carbone avec toute une méthode de calcul, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. La partie biodiversité, on s'est dit, donc carbone, on a la tonne de CO2 équivalent, c'est pratique. L'eau, on a le litre, le décalitre et tout ça, c'est très pratique. Biodiversité, on n'a rien. Et on n'a toujours rien, et je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir quelque chose. Malgré tous les débats qu'on a tous sur les crédits biodiversité, les certificats biodiversité, ce qui va se passer à la COP, etc. Et nous, on s'est dit, ce qui est intéressant de mesurer, en réalité, on a voulu, dès le départ de la belle forêt, que tout ce qu'on fait soit vérifié par un organisme tiers. Donc nous, on fait des audits en forêt. La société EcoCert passe derrière nous, vérifie toutes nos mesures, pour voir qu'on ne se soit pas trompé, qu'on n'ait pas triché, bien sûr. Envoie tout ça à Bureau Veritas, qui certifie la quantité de carbone, la note de biodiversité et ce qu'on fait pour préserver l'eau. Voilà, donc c'est vraiment très, très cadré. Et sur la biodiversité, donc j'y arrive, on ne mesure pas les niveaux de biodiversité, parce que c'est immesurable. Un jour de pluie, un jour de neige, un jour de canicule, un jour de je ne sais pas quoi. C'est absolument immesurable précisément. Voilà. Il y a des gens qui font des relevés ADN. Ce qui est intéressant, les relevés ADN, mais les relevés ADN, ça vous dit si l'espèce est là ou pas. On peut refaire un relevé ADN à Chambord, trouver qu'il y a des salamandres, mais il peut y en avoir une. Donc ça ne veut rien dire, ça n'a pas de signification. Et nous, on regarde les actions que prend le propriétaire pour la biodiversité. Donc on a fait un petit pas de côté. C'est des actions qui sont visibles à l'œil nu par vous, par moi, par n'importe qui. Ça donne une autre visibilité, une autre lecture de la forêt au propriétaire, mais aussi à celui qui achète les crédits carbone, je vais en parler après. Et par exemple, je prends cet exemple éternel, c'est on regarde le nombre d'arbres morts à l'hectare en forêt. L'arbre mort pour la biodiversité, c'est absolument fondamental. Un arbre mort sur pied, c'est ce qu'on appelle un arbre habitat. Il y a tout un tas d'oiseaux qui vivent dedans, d'insectes, etc. Une fois qu'il est au sol, il y a tout un tas d'autres insectes qui vivent dedans. Il va se dégénérer doucement, il va nourrir les sols, et c'est de l'humidité, donc c'est de l'eau en forêt qui va être captée par les sols, etc. Donc c'est fondamental. Et les arbres morts en forêt, on est donc, comme je vous l'ai dit, à 45 000 hectares qu'on est en train d'auditer, qu'on a quasiment fini d'auditer. On est à moins d'un arbre mort à l'hectare sur 45 000 hectares. Pour dire autrement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pourquoi? Parce que le propriétaire forestier, soit il a peur de l'arbre mort pour des histoires d'assurance. Si quelqu'un se prend une branche sur la tête, c'est pour lui. Et puis ça fait sale ou je sais pas quoi. Le gestionnaire forestier, l'expert forestier ou le gestionnaire, il n'est pas là pour produire de l'arbre mort, mais des arbres vivants qu'il va valoriser. Et enfin, quand bien même il y aurait de l'arbre mort, il y a toujours un mec dans le coin qui vient chercher du bois de chauffage et qui pique l'arbre mort pour faire son bois de chauffage. Donc il n'y en a pas en forêt, alors que c'est fondamental sur la biodiversité. Donc voilà, on a une grille de 25 critères, tous très mesurables, très quantifiables, qui agissent sur la biodiversité et sur la préservation de l'eau en forêt, qui nous permet de mettre une note de 0 à 3, et cette note va donner la valeur du crédit carbone. Donc ce qui donne la valeur du crédit carbone, c'est ce que fait le propriétaire dans sa forêt pour la biodiversité et pour l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question sur ce premier tour de table. Vous travaillez avec des partenaires très différents, EDF, je crois, les domaines. Oui, pardon, j'ai pas parlé de ça, bien sûr. Et comment en fait on arrive à travailler avec des gens qui ne sont pas du tout dans le même domaine d'activité et leur faire passer ces mesures? EDF, c'est un bel exemple parce que EDF, on les a rencontrés il y a 1 an pile. Voilà, en leur racontant notre histoire. Et Catherine Alvars, que j'aime beaucoup, qui est responsable RSE chez EDF, m'a dit, mais Mathieu, votre truc, est vachement bien, évidemment. C'est pas vous que je vais dire l'inverse. Forcément. Mais, non, forcément. Non, elle m'a dit, c'est formidable parce que vous préservez l'amont. Vous n'êtes pas dans la réparation de l'aval, vous préservez l'amont. Et puis elle m'a dit une phrase que je répète partout, elle m'a dit, c'est aussi formidable parce que pas de forêt,
pas de biodiversité. Ou pas de forêt, pas d'eau. Et vous savez que 84% du chiffre d'affaires généré par EDF, centrale nucléaire, hydroélectricité, ça repose sur l'eau. Donc s'il n'y a plus de forêt, il y a beaucoup moins d'eau, ou il n'y a plus d'eau, et donc on n'a plus d'électricité. Donc pour EDF, c'est absolument fondamental de préserver la forêt française existante, de préserver l'amont, et non pas de venir réparer l'aval en plantant des arbres. Quand on plante des arbres, il faut entre 20 et 30 ans pour que ça commence à séquestrer du carbone. Si on plante les bons et au bon endroit. S'ils passent les étés, les canicules, s'ils ne se font pas bouffer par le gibier, enfin, donc c'est quand même très très hasardeux de planter des arbres. Il faut le faire, hein, mais ça ne marche pas toujours. Alors que là, on préserve l'amont. Et EDF nous a dit, mais ça nous intéresse beaucoup, parce que tout à coup, on joue un rôle pour le climat. Voilà, on séquestre du carbone, on garde le carbone en forêt. On joue un rôle pour la biodiversité, et c'est mesurable, vérifié par EcoCert, certifié par Bureau Veritas, sur les actions que prend un propriétaire pour sa biodiversité. Et enfin, on joue un rôle sur la préservation de l'eau en forêt, parce qu'on a besoin d'eau, et la forêt joue un rôle majeur sur la ressource eau. Donc voilà, donc on a fait un très joli contrat avec EDF, et qui... Depuis, c'est vachement intéressant, on nous demande de chercher des forêts. Donc là, le modèle s'inverse à la belle forêt, ce qui est assez formidable. On nous demande de chercher des forêts dans des bassins versants sur lesquels ils considèrent qu'il y a des risques demain de manque de ressources en eau, pour essayer à nouveau de préserver les forêts qui sont en amont des centrales ou des barrages hydroélectriques, en vue de garantir la ressource eau dans le futur. Voilà. Et puis on travaille aussi avec des gens comme Peugeot, comme les Nations Unies, avec le Pacte pour le climat, enfin tout un tas de grandes entreprises. Merci, et puis on le répétera jamais, assez évité, c'est quand même ce qui coûte le moins cher et qui est le plus efficient en matière de protection de la biodiversité. Voilà, donc il faut couper moins de bois et il faut préserver la forêt. Merci. Alors Guillaume, vous n'avez pas exactement la même approche sur ces questions d'indicateurs d'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre vision ? Alors, vous me jetez un peu sous le bus. Je peux reposer une autre question. Non, I'm exposed. Non, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'on en a parlé de cette façon-là. C'est pas. En fait, c'est un petit peu difficile de passer après tous ces experts parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que nous, ce qu'on constate avec la plupart des groupes avec qui on travaille, c'est que clairement, et en général aussi avec les experts, on a monté un réseau d'un peu plus de 430 experts et scientifiques dans le monde qui nous aident à faire ce qu'on appelle nous des équipes commando, qui vont intervenir directement dans les supply chains. Parce que, j'y viens, c'est ce qu'on a identifié, c'est que aujourd'hui, au niveau de la compréhension, au niveau des plans, au niveau de tout ça, en fait, il y a des progrès qui vont très vite. C'est vrai qu'on a bien taclé le carbone. Maintenant, on va commencer à avancer de plus en plus vite sur la biodiversité. Mais les problèmes sont toujours dans l'implémentation. Ils sont toujours dans, j'ai 200 slides de stratégie, je dois en faire des roadmaps, et puis mes roadmaps, après, il faut les implémenter. Et en fait, 99% des problèmes que nous, on résout au quotidien, c'est des problèmes d'influence sur ma supply chain, de différence entre le champ A, le champ B, de systèmes qu'on avait prévus en Europe, et puis en fait, finalement, au Mexique, ça marche plus. Donc, c'est des choses très, 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 très pragmatiques. Et donc, en fait, effectivement, c'est vrai que quand on a parlé, c'était plus une réaction, parce qu'on était parti pour parler des indicateurs. Et donc, en fait, j'ai dit, les indicateurs, ça fait pas tout. Et donc, je pense que les indicateurs, c'est juste, au contraire, extrêmement important. Et nous, on travaille au quotidien, on a plus de 130 partenaires, donc on travaille aussi avec l'ONU, avec un certain nombre d'organisations, des cabinets de conseil aussi. On collabore sur les indicateurs. Il y a clairement un énorme besoin de lecture, de compréhension, de standardisation qui est absolument vital, de certification, de vérification, de confiance. Et à partir de là, en fait, le petit souci que nous, on identifie, c'est que culturellement, on a tendance à estimer qu'une fois qu'on a mesuré et qu'on a défini ce qu'on allait faire, le travail est fait. Et donc, en fait, notre point, c'était plus de dire... effectivement, une grosse partie du travail du début de la première phase des premiers 5% est faite, mais la réalité de la transformation qui en plus aujourd'hui heurte les entreprises grandes ou petites, mais bon, grandes spécifiquement, de plus en plus fort et de plus en plus vite. On n'est plus en train de parler de comment est-ce que je suis juste pour 2050, on est en train de voir comment est-ce que je continue à faire du blé l'année prochaine, comment est-ce que je continue à fournir mon marché dans 5 ans. Et donc en fait aujourd'hui, c'est vraiment le besoin d'opérationnalisation finalement que nous on voit vraiment pousser fort sans grosse réponse en face, et donc c'était plus ça notre point. J'ai 2-3 exemples. Alors je suis navré, j'ai beaucoup de choses que je peux dire sont un peu voilà, je vais pas citer de marque, mais c'est vrai que par exemple on travaille avec une entreprise qui fabrique des produits à base de farine et qui produit dans le monde entier, spécifiquement en Europe et au Mexique. Ils ont dessiné des plans très intelligents
honnêtement, en tant qu'expert, quand on ouvre les plans, il n'y a pas grand-chose à redire. Je parle de biodiversité, hein, de comment est-ce qu'on fait des champs régénératifs, etc. Ils avaient même des pilotes qui étaient en cours. Et puis, une fois qu'ils ont essayé d'adapter ça à la production au Mexique, très très compliqué. Culturellement, des vrais problèmes de formation, des vrais problèmes de culture, des problèmes aussi d'influence, j'en parlais tout à l'heure, parce que finalement, au niveau social, ils ne sont pas exactement dans la même position ni la même situation, ils ne sont pas sur le même marché domestique. Beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans l'analyse de la biodiversité, qui en fait viennent complètement se télescoper avec les problématiques de biodiversité. Problématiques internes aussi, où les consignes ne sont pas les mêmes sur ce marché-là et sur le marché européen, etc. Et puis une fois qu'ils ont réglé ces problèmes-là, à peu près en faisant des pilotes et en se disant « Ok, c'est comme ça qu'on va faire avec les producteurs au Mexique », ils ont eu les meuniers à gérer. Et donc là, il faut tout refaire. Et donc c'était un petit peu ça dont on parlait, c'était de dire les indicateurs ultra fondamentaux, il y en a qui vont réussir à lire toute une partie de la situation, et après il y a un travail, et en particulier sur la biodiversité, parce qu'effectivement je suis d'accord sur le carbone, on a réussi à faire des systèmes un petit peu standards et à réfléchir à des grandes masses qui nous permettent de travailler. Sur la biodiversité, c'est de l'ultra local, et parfois à quelques kilomètres d'écart, on ne peut plus appliquer la même situation et la même solution. Et nous, c'est vrai que c'est là que je pense que peut-être ce qu'on amène vient compléter ce que vous dites, c'est que on a nous un rôle avec nos clients de solutionnistes, donc on vient fabriquer des solutions, et ces solutions, chaque fois qu'on s'y penche, qu'on ouvre le capot et qu'on se dit à partir de cette lecture là, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a forcément du local, du terrain et de la réinvention au moins partielle de ce qui avait été prévu. Voilà. Et on a l'exemple aussi, on travaille avec on est très présent dans la cosmétique, le luxe et le food and beverage et le textile, donc des industries qui sont connectées à la terre. On travaille sur la noisette en ce moment. Sur la noisette, il y a eu tout un travail qui a été fait avec, en plus, une analyse terrain, donc je me dédie un peu sur les quelques exploitations de noisettes qui étaient en Europe. Il y a eu des plans de fait, il y a eu des réflexions qui ont été faites, et notamment sur le fait de, ok, si je veux faire du bio en France, je vais avoir un champ qui va avoir des externalités potentiellement négatives, et les champs autour, ceux qui sont en traditionnel, vont être peut-être avec 6 ou 7 phytos qui sont, ou produits qui sont autorisés, mais pas plus. Et puis en fait, donc ils ont utilisé ça comme POC, et puis 80% des noisettes qu'ils utilisent viennent de Turquie, comme pratiquement tous les gens qui utilisent de la noisette. Sauf qu'en Turquie, c'est des micro-exploitations beaucoup plus petites, beaucoup plus ouvertes sur l'extérieur, avec des champs autour qui peuvent avoir jusqu'à 240 intrants. C'est pas pour critiquer un système ou l'autre, mais juste quand vous êtes cette marque de cosmétiques et que vous essayez de faire un plan à l'échelle mondiale pour traiter le plus vite possible, et j'y viens tout de suite, ce problème que vous avez de A, non-lecture, B, non-traitement de la biodiversité, ou pas assez traitement, ce genre de situation, c'est un peu terrifiant, quoi. Pourquoi maintenant il faut faire le plus vite possible? C'est pas seulement parce que, alors pour la petite histoire, on est les fondateurs du cabinet, on a créé quelques cabinets avant, et ça fait 25 ans qu'on traite ces sujets du business et de sa relation avec le climat et avec la nature. Ça a été très longtemps. Le sujet qui nous faisait connecter avec nos clients a longtemps été « mais si, il faut y aller, parce que c'est important pour vos enfants, c'est important pour la planète, parce que le réchauffement climatique, parce que 2050, etc. etc. » Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce discours-là, on n'est plus du tout en train de parler ni des dauphins, ni des arbres, même si c'est hyper important et qu'on sait tous qu'il faut s'en occuper. Aujourd'hui, on parle à des entreprises qui sont en risque business. Et donc, elles ont deux risques, un risque de compliance et un risque de danger sur leur supply chain, qui est immédiat. Et les questions qu'elles se posent sont des questions de survie. Donc, elles ne peuvent plus juste se dire... j'ai un plan et puis on verra bien, ça va aller, dans les 20 ans à venir, on va faire des pilotes, et elles sont obligées de le faire pour savoir ce qu'il faut faire. Mais en fait, les grandes questions, les grands sujets qu'on traite en permanence, c'est comment je vais plus vite, et comment est-ce que je comprends vite tous les petits wins que je peux faire, et comment je peux travailler tous ces petits blocages locaux, sociaux, politiques que je peux avoir. On travaille avec un géant de l'équipement français. Ils ont 2200 fournisseurs. Ils savent exactement où est-ce qu'ils ont mal en termes de données, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qui est aveugle pour eux, etc. Mais le vrai problème au fond de tout ça, c'est que leur fournisseur en Chine, il ne veut pas leur envoyer les données, et qu'il ne répond juste pas.
en fait. Et donc parfois ça passe, nous on a une équipe là-bas qui va à l'usine, qui discute, qui récupère ce qu'il faut comme ça peut être aussi basique que ça, aussi concret que ça, quoi. Merci. J'ai rien contre les indicateurs. Voilà. Sur cette complexité. Donc peut-être même question. On a une évolution en fait pour vous du côté des entreprises en 10 ans. Et puis une deuxième question, parce que nous on le voit souvent au sein de l'UICN, on a des attitudes et des politiques différentes en France et des mêmes entreprises sur des territoires à l'étranger, notamment dans les pays du Sud, pour la même production. Donc vous qui avez cette approche internationale avec, à travers l'ensemble des entreprises que vous touchez, est-ce que vous voyez cette différence et comment vous faites évoluer les gens? Est-ce qu'on y arrive? Il faut être optimiste, sinon... Pour la petite histoire, j'étais à New York à la Climate Week il y a 10 jours et je suis très contente d'entendre un petit peu des gens dire que non, il y a des problèmes, en fait, on n'y est pas et il faut avancer. On tombe vite dans l'excès de positivisme. On tombe vite dans ça. Et donc en fait, je vous rassure, les experts à l'UICN, ils sont déprimés tout le temps. Oui, ils ne sont pas du tout positifs. Hein. Après, en fait, c'est vrai que c'est des sujets en plus quand on travaille dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. On se réveille pas de bonne humeur tous les matins, c'est sûr. Maintenant, normalement, les gens avec qui on travaille sont des gens qui sont déjà dans cette notion d'urgence. Effectivement, on travaille avec pas mal de fonds d'investissement et de financiers pour qui c'est urgent en tant que risque et donc en fait ils y mettent les moyens, ils veulent vraiment le faire et ils veulent pas que ce soit juste de la compliance parce que pour eux c'est fragile. Ils savent que si on fait que cocher les cases, dans 2 ans on se reposera la même question en pire. Donc en ça, clairement, mon témoignage là-dessus, c'est que ça évolue de toute façon parce que les enjeux sont devenus tellement l'éléphant au milieu de la pièce que on bricole plus. On rencontre plus cette conversation qu'on avait quand même assez souvent il y a 5 ou 6 ans, qui était comment je peux avoir les fesses propres, en gros, sans trop y mettre, quoi. Est-ce que nous on arrive à faire évoluer? C'est pas fondamentalement notre travail. Alors, on aimerait bien, mais notre travail à nous, c'est vraiment, une fois que l'ambition est là, de réussir à la servir, de réussir à la faire exister, de réussir à ce qu'elle ne se prenne pas le mur, à ce qu'elle soit bien connectée avec les objectifs financiers, marketing de l'entreprise, est-ce que les produits passent à l'échelle et que ça ne soit pas juste des petits tests, ce genre de choses. Donc on s'est équipé de tout ce qu'il fallait pour réussir à servir les ambitions des entreprises. Parce que toute la partie d'avant, finalement, il y a aussi ces mécaniques, notamment en Europe, un énorme écosystème d'acteurs qui sont déjà très performants sur cette partie, les lancer en fait, quelque part. Voilà. Et après, il y a une énorme différence Europe-US évidemment, avec un sens du projet là-bas qui fait qu'une fois qu'ils y vont, ils y vont. Et là, il y a vraiment des investissements, il y a vraiment des projets très ambitieux qui naissent, il y a des choses incroyables qui se passent et très 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 vite. Mais ce moment a été tardif et il n'est pas encore tout à fait là. Et il y a aussi des rebonds. Alors ça, c'est une analyse personnelle. Alors peut-être que je suis le seul ici, mais j'ai l'année dernière, j'ai vraiment cru voir un momentum incroyable à la Climate Week. Parce que tout était à propos de waouh, faut vraiment qu'on bouge maintenant. Et il n'y avait que des projets très concrets. J'ai vu beaucoup d'interventions passionnantes d'entreprises un peu inattendues qui étaient en mode bon, nous, on a renversé la table et puis on a changé ça, on a changé ça, avec des objectifs très court terme. Et donc je suis rentré de là en me disant waouh, j'ai l'impression que c'est en train de partir. Et ben j'ai le constat exactement inverse cette année. J'ai l'impression que ça a complètement changé. Et en fait, on parlait de compliance. Je m'arrête là-dessus, mais nous, on a une activité qui est très liée justement à la CSRD, à la URD, à la CSDDD, à ces législations-là qui sortent en Europe, tout simplement parce que ces législations obligent l'ensemble du marché à bouger d'un seul coup. Et donc, il n'y a plus ce phénomène de est-ce que je vais être le seul à payer pour le marché? Il y a vraiment un truc de bon, maintenant, il faut y aller. Et en faisant la cartographie, ils s'aperçoivent en fait de tous les sujets qui ne sont pas tout à fait à jour. Pour info, je pense que 70% des entreprises qu'on connaît dans les grands groupes communiquent sur la biodiversité dans leurs rapports. Il y en a moins de 16% dans le monde entier qui ont une roadmap biodiversité construite sur des bases scientifiques. Donc on est encore vachement loin, quoi. Et donc, c'est sur ça que je voulais finir. C'était la CSRD a été retardée de quelques mois pour des raisons de lobbying et d'ambiance politique qui allait, qui venait, etc., d'arrangement entre les États. Nous, immédiatement, on a vu tout le marché mettre les 2 pieds sous le frein. Immédiatement. En septembre, ça a été voté.
d'un seul coup, le marché est parti à fond et tout le monde s'est lancé, souvent en retard sur ces sujets-là. Là, on est en train de vivre un peu la même chose avec le URD sur la déforestation importée, où on a beaucoup de conversations avec des groupes sur justement comment est-ce qu'on travaille sur cette déforestation importée, comment est-ce qu'on très granulairement on map les supply chains, comment est-ce qu'on identifie toutes les dépendances et les hit points en fait de dépendance au climat et d'impact sur le climat, et comment est-ce qu'on agit tout de suite dessus et qu'on a des bons résultats à montrer, etc. Et là on passe à des conversations qui attends, ça va peut-être prendre un an de plus, 2 secondes, on a pro durable. Voilà. Mais voilà. Merci, merci. Alors j'ai vu pas mal de réactions dans la salle. Il y a 2 micros au milieu de la salle. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez envie de poser d'abord une question parce que c'était passionnant, ou avoir une réaction? Non, personne. Ou si vous voulez, il y a 2 micros qui sont dans la salle. Alors peut-être en attendant, moi j'ai une question ouverte pour vous tous. On remet souvent en cause, c'est forcément le cas des crises, le critère biodiversité, notamment d'un point de vue pertinence sociale. Comment vous faites le lien pour convaincre, pour échanger entre ces indicateurs de biodiversité, et vous l'avez esquissé un peu les uns et les autres, et puis la raison sociale, notamment quand on regarde du côté des agriculteurs, aux agriculteurs, on ne leur demande pas de planter des haies ou forcément de préserver la biodiversité, même si c'est une partie de leur activité. On leur demande d'être productifs, etc. De la même façon pour les propriétaires de forêts. Donc comment on arrive à intégrer cette dimension sociale qui est extrêmement importante en France, mais aussi d'un point de vue planétaire? Est-ce que vous avez peut-être des exemples ou revenir un petit peu sur vos travaux? Question ouverte, donc je vous laisse prendre les micros. Oui, alors ce qu'on constate en fait, c'est que ceux qui se lancent dans le changement de pratique, ils le font avec leur cœur, pas simplement parce on leur a demandé, et parce qu'ils ont compris en fait que on s'était un peu trompé dans notre façon d'appréhender l'agriculture ou la viticulture, voilà. Et que, en fait, on fait partie de la biodiversité. Et quand on est un humain en général, et en particulier quand on travaille la terre, l'idée, c'est qu'on recrée des synergies. C'est-à-dire que quand on travaille son vignoble, par exemple, l'idée, c'est de capitaliser sur la fonctionnalité d'écosystèmes avec lequel on travaille. Et donc, ceux qui se lancent dans planter des haies, implanter des couverts, moins travailler le sol, c'est qu'ils sont revenus à l'agronomie et ils ont compris que ça allait servir à long terme, à moyen terme, les rendements. Donc, si on prend l'exemple de la haie, il y a de nombreux bénéfices très simples et clairs à appréhender. Donc, ne serait-ce que le système racinaire qui va dans le sol va permettre à la vigne d'aller puiser des ressources, l'eau, mais aussi des nutriments. Va apporter une faune souterraine qui va aérer le sol, permettre d'être plus résilient en cas de sécheresse. Et pareil sur la flore aérienne. L'idée, c'est de retrouver au sein des parcelles un écosystème fonctionnel, donc des auxiliaires de culture qui vont permettre de réguler certains parasites. Donc on connaît la coccinelle qui mange le puceron. Enfin, on est quand même dans retrouver des services écosystémiques grâce à un système qui est vivant et qui retrouve de la fonctionnalité. Donc, je pense qu'il faut... Et effectivement, le grand enjeu auquel on est tous confrontés, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore franchi le seuil pour basculer l'ensemble de nos filières. Donc on travaille sur accompagner l'ensemble des partenaires grâce à des référentiels, des certifications qui justement reprennent ces différents thèmes, l'eau, la biodiversité, et puis pour bouger les curseurs le plus possible avec ceux qui sont volontaristes. Merci Mathieu, je vous voyais approuver. Je pense que c'est aussi votre approche, cette dimension partenariale.
chasseurs, agriculteurs? Oui, c'est-à-dire que, en tout cas, ce qu'on a mis en place au sein de la Belle Forêt, c'est une civiculture. On est en train de changer en profondeur la civiculture en France. C'est-à-dire qu'on passe d'une civiculture qui était très productiviste. On produit du bois en monoculture, on ne se pose pas beaucoup de questions, on coupe ce bois, on le vend aussi, peu importe, mais voilà, à une civiculture qui est climato-orientée, c'est-à-dire qu'on prend en compte le climat, la biodiversité, l'eau, et on crée une civiculture qui n'a plus rien à voir. Et nous, l'impact qu'on a, qui est très fort, on le voit très bien, c'est sur les propriétaires forestiers, bien sûr, mais c'est sur tous les forestiers qui travaillent dans ces 45 000 hectares qu'on a signés aujourd'hui et qui gèrent leur forêt déjà avec beaucoup plus de sens, parce qu'ils ne sont pas là juste pour produire du bois ou louer une chasse, ils sont là pour travailler pour le climat, pour la biodiversité et pour l'eau, donc ils ne se lèvent pas le matin avec la même énergie, et puis surtout avec une technicité qui n'est pas la même, puisqu'évidemment ce qu'on a développé à la Belle Forêt impacte fortement les techniques de civiculture en forêt, donc oui, c'est un gros impact. Roland, ça rejoint également ce que vous faites en matière de vigne, non? Oui, en fait, mais d'ailleurs, je trouve que c'est assez symptomatique. La biodiversité, dans sa définition, je dirais intrinsèque, c'est l'ensemble des gènes, des espèces, de l'écosystème et des humains. Et donc, en réalité, quand on préserve la biodiversité sur le terrain, c'est aussi les humains qui l'exploitent. Il n'y a pas de raison de les mettre de côté. Mais néanmoins, c'est vrai que dans une logique de catégorisation RSE, par exemple, on va séparer le social de l'environnemental. Mais très clairement, les deux sont liés. Enfin, je pense que tout le monde en est convaincu et on le vit tous. De l'autre côté, notre conviction, c'est qu'il faut là aussi des indicateurs. Il faut là aussi mesurer, comprendre, prendre en compte. Donc nous, on travaille avec Kinomé, que certains connaissent peut-être, qui est un spécialiste de cette production d'indicateurs sociaux, venir interroger les bassins de personnes qui sont à la fois les producteurs, leurs familles, environnants également, pour comprendre les conditions de vie, la richesse, la santé, comment tout ça en fait est corrélé à l'exploitation. Parce que comme vous l'avez rappelé, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif aussi de se dire, pour produire mieux, l'indicateur, en tout cas pour produire plus, l'agriculteur est plutôt poussé à brûler les haies, les arbres, etc., pour augmenter l'espace productif. Et donc il faut absolument que l'ensemble de la chaîne qui le fait travailler, qui le rémunère, l'incite à adopter des pratiques qui vont préserver cette biodiversité externe, mais qui récompensent néanmoins, qui compensent ce qu'il n'aura pas gagné en produisant moins. Voilà, donc il y a une responsabilité de tous les groupes, de tous les acteurs comme nous, en consommateurs que nous sommes aussi, de récompenser et de financer toute cette chaîne. Et c'est important, et puis effectivement, on le voit aussi sur les politiques internationales, notamment dans les pays du Sud, où on a de la production de coton, par exemple, ou de cacao, que cette dimension sociale et environnementale doit être prise en compte au risque d'avoir détruit des écosystèmes et pousser les gens ensuite à la migration par défaut d'alimentation et de moyens de survie. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec le FFEM, notamment de soutenir ces initiatives locales. Alors, pas de questions dans la salle? Non, si, pardon. Alors, vous voyez le micro? Allez, je vous laisse aller au micro. Vous présenter, puis peut-être poser la question à nos intervenants. Oui, bonjour, Dimitri Carbonel. Je suis à la fois le fondateur du Livosphère, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans la CSRD, aussi l'adaptation. Et puis je suis aussi porte-parole des Shifters, qui sont associés donc au Shift Project. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement la combinaison entre toute la dimension climat, dont on a beaucoup parlé. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. La partie biodiversité, eau. Et donc ça me montre bien qu'il faut avoir une approche globale du sujet. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on voit que ce qui fait bouger les entreprises, c'est soit la réglementation ou quand elles ont le couteau sous la gorge, typiquement peut-être pour Pernod Ricard ou d'autres entreprises qui voient qu'elles mettent en péril leur propre activité. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres leviers pour les entreprises pour les faire bouger que ceux-là? Parce que, je pense que c'est Guillaume qui le disait, disons, si ça ne rapporte pas directement de l'argent ou ils ne sont pas directement obligés, ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut travailler peut-être avec les co-bénéfices? Est-ce qu'il faut travailler avec les territoires? Quels sont les leviers qu'on pourrait utiliser autres que le couteau sur la gorge ou la réglementation? Merci. Alors moi, je trouve un peu provocante votre question. Je n'avais pas le sentiment que nos intervenants étaient juste sous le coup de la réglementation. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je vois beaucoup d'entreprises depuis 2 ans. Les entreprises, elles ne bougent pas parce qu'elles ont le couteau sous la gorge ou parce qu'il y a des réglementations. Bien sûr, ça y participe. Mais il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui sont très concernés, comme vous, comme moi, par les changements climatiques, par la biodiversité, par l'eau, etc. et qui ont envie de bouger pour bouger.
Ils savent qu'ils ont une responsabilité évidemment très importante sur notre société. Le monde économique a une responsabilité très importante. Et il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui veulent bouger pour bouger. Maintenant, il faut savoir comment, avec qui, quel partenaire, etc. Mais il faut arrêter de croire que les dirigeants d'entreprise sont une espèce de monstres qui polluent la planète. Et quand on leur met pas tant qu'on leur met pas un flingue sur la tempe ou qu'on les oblige pas par la CSRD ou je sais pas quoi, ils vont pas bouger. C'est archi faux. Il y en a plein qui bougent et qui bougent vite et qui bougent fort et qui n'ont pas besoin d'être menacés par quoi que ce soit. Donc cette vision de l'entreprise est une vision qui, à mon avis, est tout à fait injuste. Ouais, peut-être pour préciser, hein, je n'allais pas jusque-là, je disais simplement c'est peut-être l'ampleur effectivement du changement qui est demandé aux entreprises, hein, et énormément d'entreprises qui s'engagent heureusement là-dessus, qui sont très concernées, donc il n'y a aucun problème, mais c'est plutôt le niveau d'engagement ou la nécessité de transformation des entreprises qui... C'est compliqué. Alors, Est-ce que je peux compléter? On va laisser de la tribune répondre peut-être. Je vous remercie pour votre question. Et puis vous laissez réagir les uns et les autres. Je vais compléter très vite fait. Pas si vite fait, parce qu'en fait je suis assez bavard. Et puis je voulais aussi dire dire parce qu'en fait on a quand même d'autres intervenants. Bon, alors je suis hyper content d'entendre parler de Pour une agriculture du vivant tout à l'heure. Vous avez parlé de ça, c'est un projet auquel on a participé au départ et qui était un exemple de collaboration avec des grands groupes de retail, de food qui voyaient des agriculteurs en permaculture et la grande question était justement comment est-ce qu'on passe à l'échelle, et c'était je suis content de voir que ça existe encore parce que ça fait quelques années que ça a progressé, quoi. Voilà. Donc voilà, petite parenthèse. En fait, moi, je voudrais juste compléter. Bon, toutes nos équipes sont armées, évidemment, mais en vrai, nos dirigeants d'entreprise, les entreprises, c'est pas des personnes, elles n'ont pas d'opinion politique, elles n'ont pas d'agenda néfaste, etc. En revanche, il y a toute une population, pas tout à fait cachée, mais qui existe et qui n'est pas forcément officiellement là, de gens qui veulent que ça change. Et ces gens-là, il leur faut des leviers pour s'appuyer. Il y a eu les équipes RSE, mais il y en a il y a tout un tas d'autres populations dans l'entreprise. On en trouve au marketing, à la finance, à la direction générale. Il y a plein de gens qui ont envie que ça change. D'ailleurs, quand la plupart des groupes essaient de trouver des ambassadeurs pour appuyer les efforts RSE, en général, ils trouvent assez vite un certain nombre de gens. Et effectivement, c'est une question des candidats, c'est une question des fournisseurs aussi, qui se retrouvent avec plein de défis, qui aimeraient bien que leurs clients les aident, etc. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'agenda néfaste, particulièrement des entreprises. Après, il y a toujours des priorités qui se font dans une entreprise. Il y a un rythme, on a une journée, elle est limitée, on a une roadmap, chacun sa roadmap business et puis sustainability quand on a de la chance. Et donc en fait, les impacts de la législation, des risques business, des demandes de l'investisseur, des demandes des clients, tout ça sont des accélérateurs qui permettent à ces voix-là de dire au fait, ce truc-là auquel j'ai pensé, on va le regarder différemment. Je reviens sur cette conception de, en fait, il s'agit d'être gentil avec la planète ou les dauphins ou les arbres. En fait, aujourd'hui, les sujets, c'est vraiment, tiens, en fait, on est dans cet équipementier sportif, on a un vrai problème de fourniture sur ce métal-là, disons du cuivre ou de l'aluminium. La personne qui vient, elle n'arrive pas en disant, il faudrait qu'on fasse un aluminium plus écolo. En fait, il vient avec une vraie solution logistico-financière qui est intéressante pour l'entreprise. Donc en fait, c'est aussi ça qui a un peu changé, je pense, et c'est ça le levier qu'on va utiliser de plus en plus, je pense, c'est qu'en fait, il y a de la bonne volonté, mais cette volonté, aujourd'hui, elle peut s'appuyer sur à la fois des indicateurs et à la fois des pressions autour de l'entreprise qui facilitent grandement l'ascension de ces voies vers un niveau décisionnel. Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises dans plus de 40 pays, toutes des grosses. Il ne nous est pas encore arrivé de tomber sur une entreprise et de sortir du rendez-vous en se disant j'ai rencontré le diable. On a vu des gens dans des secteurs d'activité franchement compliqués. Luxe, pour faire mais surtout dans le luxe, il y a une très bonne connexion à faire entre justement le luxe, c'est faire attention aux choses, c'est bien connaître la façon dont les choses sont faites. Au contraire, je pense que le luxe a une énorme carte à jouer. Mais après, c'est vrai que quand on parle à des gaziers, à des entreprises qui sont proches du tabac, il y a quand même des vraies questions à se poser des fois sur les gens avec qui on parle. Ça ne nous est pas encore arrivé de tomber sur une entreprise où on se dit la stratégie de cette entreprise est de détruire le monde. Par contre, dans celle-là, il y a plus de gens qui en ont rien à faire que dans celle-là. Bon. Et donc, il faut trouver ceux qui n'ont pas rien à faire et capitaliser dessus. Donc, plein de gens qui veulent changer, qui veulent que ça change. Je vous laisse peut-être... je pense que dans les drivers, il y a la réglementation, il y a l'économie, les clients, voilà. Il y a l'individu aussi, clairement. Le sens au travail.
pour les collaborateurs, mais aussi, si je reviens sur l'exemple de l'agriculteur, qui aujourd'hui, et quand même beaucoup le disent, souffre d'une déconnexion, c'est pas de leur faute, hein, déconnecté du reste du monde, entre guillemets, on les accuse de tous les maux. Nous, Veritas, on contrôle tous les jours des agriculteurs qui mettent en place des éléments sur la biodiversité, qui ont planté des ou qui améliorent des, qui élargissent des, etc. Ils sont super fiers de nous montrer ce qu'ils ont fait, très clairement. Et là, on ressent une reconnexion finalement au monde classique, au monde normal. Donc je pense que cette dimension, en fait, elle existe. Elle est peut-être pas majeure, mais elle existe. C'est souvent les premières victimes aussi. On le voit d'un point de vue santé. On travaille beaucoup sur le sujet One Health. On voit bien que la santé des sols, la santé des domaines agricoles, les principales victimes, ça va être les agriculteurs et leurs familles. Hein. Vous vouliez réagir également ? Non, moi je trouve que en fait on n'est pas juste une entreprise, on n'a pas que son job salarié. Enfin moi tous les gens avec qui je travaille, ce sont des gens qui sont, des individus qui sont engagés à titre personnel et tous les sujets que je coordonne, parce que moi je coordonne une feuille de route qui est portée par des experts métiers ou par des acteurs des filières sur le terrain. Et c'est des gens qui sont engagés sincèrement, quoi, avec leur tripes et qui permettent de faire avancer les choses. Il y a un élément dont on n'a pas parlé et qui pour moi est un vrai levier d'action, c'est la dimension collective et la dimension de coalition. On est sur des sujets où la compétition n'a pas vraiment lieu d'être. Si je parle donc de la filiale sur laquelle je travaille, on partage notre scope 3 avec d'autres acteurs du même territoire. Et donc là, on a un vrai... et c'est comme ça qu'on va passer à l'échelle, c'est en parlant d'une seule voix et en réussissant à créer des partenariats pour faire avancer les choses plus vite. Et de la même façon, les partenaires vignerons avec lesquels on travaille sont portés par les dimensions collectives. C'est un métier qui est très solitaire. Et quand on arrive, nous par exemple, à ouvrir les portes de notre... Enfin, on organise très souvent... c'est un laboratoire à ciel ouvert. Donc le but du jeu, c'est de montrer ce qu'on teste, si ça marche pas, d'expliquer. Et le fait comme ça d'intégrer une communauté, de pouvoir partager eux-mêmes leurs essais, leurs déboires et voir ce qui se passe chez le voisin. Donc on tourne, on va voir chez nous, puis on va voir chez les autres pionniers qui se lancent sur ces pratiques-là. Et donc ça, c'est la dimension collective, c'est ce qui nous fera gagner et c'est aussi ce qui rend notre métier, même si c'est pas toujours satisfaisant et que ça avance pas assez vite, c'est ce qui rend le métier réjouissant et qui nous donne de la joie. Merci. Roland, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je confirme également. Partenariat et envie. Oui, on ressent beaucoup. On a la chance de travailler avec beaucoup d'acteurs internationaux ou des grands groupes français qui sont leaders de leur domaine. On voit une vraie prise en main des sujets. Ils sont réellement acteurs dans la recherche de maîtrise de leur impact. Il y a une conscience individuelle, c'est certain. Et c'est vrai, quand elle part d'en haut, quand elle est incarnée dans l'entreprise, c'est encore plus puissant au sein de l'entreprise. Mais néanmoins, on voit tous ces grands groupes complètement, conscients du sujet, acteurs. Et je pense que nous, on ressent pas mal de pression dans le domaine de la biodiversité. On évoque beaucoup les pressions sur un écosystème, mais on voit des pressions sur l'entreprise. Le réglementaire en est une, mais il y en a plein d'autres. Il y a la conscience sociétale des consommateurs, des individus qui la composent, mais également des pressions de réussir de durabilité, continuer à produire, continuer à survivre en tant qu'entreprise. Ils ont pris conscience qu'ils dépendaient de l'écosystème. Donc on mesure toutes ces pressions-là et on pense que c'est un moteur très fort et que réellement ça bouge. Moi, je suis extrêmement enthousiaste sur le fait que c'est en train de bouger très fort. Moi aussi, je suis assez convaincue que les choses bougent. Aujourd'hui, il y a à Genève, pendant 3 jours, la réunion d'acteurs économiques et d'experts justement de l'écologie de l'UICN sur un Leaders Forum et on voit que des solutions existent.
Un dernier mot, peut-être, Guillaume. Positif. Positif. On essaie toujours de conclure sur une note positive. Alors, en 2-3 points, déjà, je plus sois complètement sur le collectif. Nous, on a commencé à monter depuis 1 an et demi des coalitions sur des sujets dits pré-compétitifs comme le recyclage du verre blanc, la consigne dans la cosmétique, le recyclage de certains plastiques, etc. Et en fait, l'enjeu est toujours de dire voilà combien on va avoir de marques à bord pour réussir à créer un standard et travailler ensemble sur des solutions qui, dans 1 an ou 2, deviendront des standards sur le marché, qui correspondent aux nouvelles législations. Et en fait, ça, sans coup fait rire, à chaque coalition qu'on lance, on en est à 5 aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui se joignent très vite parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de problème à jouer ensemble. C'est plus quelle est la capsule qu'on nous propose pour jouer ensemble, comment est-ce qu'on peut monter quelque chose. Il y a des sujets bloquants qui ne sont pas en fait forcément ce qu'on pense. Ce qui m'amène à un peu le fait de jouer en collectif et le fait de ce qu'on disait sur le social tout à l'heure. Je pense qu'un des gros points, c'est de réussir à comprendre l'agenda des parties prenantes. Et donc cet agenda, il n'est pas uniquement naturel, il peut être familial, économique, social, politique. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du cobra. Alors le syndrome, je suis sûr qu'il y a la moitié de la salle qui connaît, mais bon, pour les autres, le syndrome du cobra, c'est en Inde, je crois, il y a assez longtemps, il y a eu une explosion de la population de cobras. Donc c'est devenu un problème. Ils ont commencé à dire on va donner des primes aux gens qui nous ramènent des cadavres de cobras. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont créé des élevages de cobras. Et ils se sont retrouvés avec une explosion 2 fois plus grosse de la population de cobras, parce qu'en plus c'était des élevages qui étaient faits un petit peu à la va comme je te pousse, et donc il y avait plein de cobras qui s'échappaient, et donc résultat absolument inverse de ce qu'ils cherchaient à provoquer, parce que ils parlaient à des gens qui ils ont vu une opportunité, ils avaient de l'argent qui venait, ils ont joué là-dedans, alors qu'ils auraient peut-être collaboré de plein d'autres façons. Pas très optimiste pour finir. Si, c'est optimiste parce qu'en fait, si. Alors du coup, je conclus par quelque chose d'optimiste par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la climate week, etc. Je suis d'accord, je n'ai jamais vu autant d'ambition dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Je pense qu'on a quelque chose qui, moi, me rassure énormément, c'est que aujourd'hui ces ambitions sont concrètes. Donc on est beaucoup moins en train de parler de on va fabriquer un monde meilleur ensemble, et beaucoup plus à attends, moi sur mes champs en Europe j'ai ce problème là, comment je le résous, et j'ai déjà ce partenaire technique, et j'ai déjà, donc il y a vraiment une technicité en fait qui se développe, et je suis très content de voir ça. Et sur la partie justement les agendas des gens, justement c'est maintenant rentrer dans la façon de travailler, de ne plus se dire ok j'ai un problème carbone, j'ai un problème eau, j'ai un problème biodiversité, j'ai un problème droits humains, et je travaille sur chacun en silo avec des experts, des subject matter experts. Maintenant, je travaille sur mon sujet au global, j'ai des experts sur mes trucs, mais en fait, je comprends, et mes roadmaps sont adaptés à, en fait, très localement, mon usine au Mexique, qui ne sait pas utiliser mon outil européen, et donc, en fait, je vais aller développer, je vais investir pour développer des choses qui s'adaptent. Voilà. Donc, moi je suis optimiste, mais attentif. Voilà. Merci. Donc partenariat, échange et envie d'agir, c'est ce qu'on retiendra de cette table ronde. Je crois qu'on peut applaudir nos 5 intervenants. Merci. Merci à vous. Et puis je vous propose peut-être de faire une photo de fin. Merci et bon après-midi. Prochain débat dans un quart d'heure.